Nous accueillons Adeline Wrona, qui est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Sorbonne. Elle dirige un groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication, et ses travaux portent sur les liens entre littérature et journalisme au 19e et au 21e, du 19e jusqu'à nos jours, pourrait-on dire. Et elle a publié, parmi d'autres ouvrages, l'un qui est en relation directe avec ce qu'elle va évidemment traiter aujourd'hui, Zola journaliste, articles et chroniques, chez Flammarion en 2011, et depuis également Face au portrait de Sainte-Beuve à Facebook en 2012, et avec Alexis Levrier en 2013, Matière et esprit du journal. Le titre de sa communication de ce jour, La loi d'imprégnation, Zola écrivain journaliste, ou quand l'Empire survit à la République, pour 20 minutes. Merci. Merci aux organisateurs pour ce colloque vraiment passionnant. Donc, je vais vous parler de Zola et je partirai du titre de l'exposition d'abord. Splendide spectacle, non moins spectaculaire, actrice à la séduction vénéneuse, transformation urbaine colossale, bal somptueux à la plaine Monceau, explosion du commerce qui édifie de véritables cathédrales modernes, tout ceci, mais aussi les coulisses moins riantes qui en sont les conditions de possibilité, développement d'un prolétariat ouvrier qui menace la stabilité sociale, ravage de l'industrie, l'empire flambant dans l'agio, dans la spéculation effrénée, je cite Zola. L'empire n'étant plus qu'une partie monstre de baccarat. Corruption morale, politique, médiatique, etc. Tout cela, nous en gardons le souvenir aussi pour avoir lu les Rougon-Macquart. La fresque de Zola constitue de fait un véritable réservoir d'images propre à enrichir l'album critique du splendide Second Empire qui nous réunit ces jours-ci. On pourrait même avancer que le spectacle du Second Empire, c'est-à-dire l'accent porté sur la dimension nécessairement ostentatoire d'un régime soucieux de contrôler et les corps et les esprits, cette dimension spectaculaire rencontre de façon assez idéale les contraintes narratives propres à l'esthétique réaliste et naturaliste, particulièrement dans son interprétation zolienne. Il aurait donc été facile, et peut-être est-ce là ce qu'on attendait d'une Zolienne égarée parmi des historiens, de dérouler les différents pans d'un polyptyque fictionnel représentant pour le condamné ce splendide Second Empire. On pourrait multiplier les exemples, du bal de la curée à la banque universelle de Saccard dans l'argent, en passant par le bonheur des dames, ou par les halles dans le ventre de Paris, ces pavillons gigantesques. Tous ces exemples qui font de Zola, dans les Rougon-Macquart, ce que je propose d'appeler un mémorialiste ambigu. Un romancier bien sûr profondément républicain, qui entend décrire un régime condamné dès sa naissance par le crime du 2 décembre, on en a parlé hier, mais en même temps, un observateur séduit par le spectacle de cette modernité. Une modernité qu'il décrit dans les premiers plans des Rougon-Macquart comme dominée par la bousculade démocratique, le mouvement des ambitions et des appétits, le mélange de toutes les classes, je le cite encore. Alors cette ambivalence de Zola pourrait être rapportée à la nature nécessairement ambiguë du lien existant chez un même auteur entre l'invention romanesque et les idées politiques. Zola serait-il alors un bonapartiste qui s'ignore? Comme Balzac, si l'on en croit Zola, Balzac qui place son œuvre sous, je cite Balzac, la lueur des deux vérités éternelles, la religion et la monarchie, Balzac donc qui, pour Zola, est un vrai démocrate et dont les romans sont une des preuves les plus éclatantes de la puissance de l'idée révolutionnaire. Je voudrais ici proposer une interprétation un peu différente qui tienne compte des conditions de production et de publication de la fiction zolienne. Mon titre le suggère, il s'agit de penser l'œuvre zolienne, l'œuvre de Zola, comme celle d'un écrivain journaliste. Comme tous les écrivains de son siècle, à de rares exceptions près, on a parlé de Flaubert tout à l'heure, donc comme tous les écrivains de son siècle, Zola vit de et par la presse.
Il fait donc partie de cette catégorie de gens de lettres que Anatole France, on vient d'en parler aussi, décrit en s'adressant au directeur du quotidien Le Temps comme des écrivains périodiques et réguliers. Dans le cas de Zola, écrivain périodique, c'est une activité plus qu'à temps plein. À partir de 1864, le romancier entre en journalisme et il n'en sortira guère avant sa mort, en 1902, malgré toute une série d'adieux au journalisme. Zola est donc journaliste sous le Second Empire, mais il est aussi journaliste sous la République. Du Journal populaire de Lille au Figaro, en passant par le Petit Journal, de la chronique des salons au reportage de guerre, Zola a, pour citer ses propres mots, tout fait dans le journal. Voici ce qu'il écrit: « Je crois bien que j'ai mis les mains à toutes les besognes, depuis les faits divers jusqu'au courrier des chambres. » Il me semble que l'ambiguïté de la représentation du Second Empire dans les Rougon-Macquart doit être rapportée à ce fonctionnement que je dirais à double détente de l'écriture zolienne. Car tous ces textes, qu'ils soient de fiction ou non-fiction, qu'ils soient journalistiques ou littéraires, vivent une double vie. Les romans paraissent d'abord en feuilleton, dans le journal, avant d'être publiés en volume. Les chroniques, publiées au quotidien, dans le journal, forment des recueils et sont publiées en livres. C'est ce double jeu éditorial que j'ai proposé d'appeler « loi d'imprégnation », par un clin d'œil évidemment à la théorie de l'hérédité que Zola emprunte au docteur Lucas. L'activité d'écrivain journaliste, dans le cas de Zola, détermine en effet des phénomènes de décalage ou de distorsion temporelle qui perturbent parfois le déroulement d'un cycle romanesque programmé avant la chute du Second Empire. D'abord liées à des circonstances éditoriales, ces perturbations modifient les conditions de l'invention romanesque et brouillent le sens, et notamment le sens politique de la fiction. J'essaierai de montrer ici comment ces conditions d'écriture particulières mènent à relativiser le rôle de la coupure franche représentée par l'installation du régime républicain en septembre 1870, et comment donc, chez Zola, l'Empire survit à la République. Mon choix s'est porté aujourd'hui sur l'un des romans politiques du cycle des Rougon-Macquart, le roman du pouvoir, comme le désigne Zola, c'est-à-dire Son Excellence Eugène Rougon, on en a parlé, je crois, auparavant, donc 6e roman de la série des Rougon-Macquart, qui paraît en feuilleton dans le journal Le Siècle entre janvier et mars 1876, et qui est publié en volume 2 ans plus tard chez l'éditeur Charpentier. Ce roman est prévu dès les premiers plans du cycle en 1869. Il doit décrire l'un des 4 mondes qui, selon Zola, forment la société du Second Empire. Le grand monde, celui des fonctionnaires officiels, avec personnages du grand monde, politique. Voici ce qu'il écrit dans ses premières notes. Ce roman, selon ses premiers plans, doit avoir pour héros Alfred Goiraud, l'homme qui a aidé au coup d'État un morny au petit pied. Entre le moment où Zola programme ce roman et celui où il l'écrit, pour enfin le voir paraître en volume, entre ces moments-là, 7 années s'écoulent. Et le régime s'écroule, j'aurais envie de dire. Pendant ces 7 années, le projet demeure d'un roman politique, mais il évolue en fonction de 2 types d'événements différents. Des événements internes au cycle romanesque, au récit. Le cycle passe de 10 volumes prévus à 20 volumes prévus. Certains personnages naissent, qui n'étaient pas prévus, d'autres disparaissent, tous changent de nom. Et puis, il évolue en fonction d'événements évidemment externes, parmi lesquels la chute du Second Empire, plus rapide que prévu. Chute qui vient lui donner, dit Zola, le dénouement terrible et nécessaire de son œuvre. J'ai été amusée de lire cette citation de tout à l'heure, qui disait que Flaubert regrettait d'avoir écrit trop tôt l'éducation sentimentale. Zola, lui, a commencé juste quand il fallait. En effet, la chute du régime, écrit Zola dans la préface de La Fortune des Rougon, désormais, grâce à la chute du régime,
le cycle s'agite dans un cercle fini et devient le tableau d'un règne mort. Surtout pendant ces 7 années, l'expérience d'écriture du romancier se transforme à mesure qu'il conquiert la notoriété et qu'il bronze sa plume, c'est une expression que Zola emploie lui-même, dans la presse. Le roman que nous connaissons porte la marque de cet intervalle, durant lesquels se sédimentent en quelque sorte plusieurs genèses successives, au point qu'on peut envisager son Excellence Eugène Rougon, roman de la politique sous l'Empire, comme un roman palimpseste qui empile, en quelque sorte, 3 couches géologiques qui sont autant d'expériences d'écriture à la fois médiatiques et littéraires. Ce sont ces 3 strates que je vais présenter maintenant. La première strate, c'est le moment impérial. Donc le récit principal de son Excellence Eugène Rougon hérite d'une expérience vécue par Zola, celle du virage libéral du Second Empire, qui correspond aussi à la revitalisation de la presse politique, on en a parlé hier. Ce moment correspond à l'entrée de l'écrivain, qui a une vingtaine d'années, dans le monde du journalisme. D'abord critique littéraire, il évolue vers le journalisme politique, à mesure que la censure se dessert peu à peu. On repère alors sa signature dans les titres d'opposition. La Tribune, à partir du printemps 1868, Le Rappel, titre proche de la famille Hugo, et surtout La Cloche, créée en 1868. La fiction, donc, son Excellence Eugène Rougon, transpose en régime romanesque des éléments d'observation que Zola a chroniqués comme journaliste. C'est le moment où Zola, comme il le dira plus tard, fait le coup de feu, c'est son expression, dans la presse d'opposition, multipliant les formes de l'attaque contre le Second Empire. Un article, par exemple, de juillet 1868, publié dans La Tribune, imagine une lettre fictive à la reine de Mohéli, Fatouma Djambé, une souveraine venue des Comores, à qui le journaliste Zola propose une sorte de contre-visite du Paris impérial. Voici comment la lettre commence. « Jusqu'à présent, votre grand succès a été d'avoir les cheveux lisses. On s'était imaginé ici que vous aviez les cheveux crépus. Et vous saurez que lorsque nous imaginons une chose fausse, cette chose devient dès lors une vérité inattaquable. Jugez dans quelle surprise nous ont jeté les boucles soyeuses de votre chevelure. On m'apprend que la rente a baissé. » Après cette entrée en matière, le journaliste Zola déroule un programme de découverte de la grande ville jour par jour. Le lundi matin, la souveraine des Comores est invitée à visiter un ministère, ses cartons, nécropole où dorment tant de projets oubliés, où végète un peuple d'employés. Mardi matin, visite à Monsieur Pietri, qui enseigne la façon d'assurer la paix publique en faisant prendre au collet les jeunes gens qui passent dans une rue. Et il écrit « Ils n'ont pas crié, ces jeunes gens, mais ils étaient là quand on a crié. Cela suffit. » Mercredi matin, visite du cabinet où travaille la censure. « Vous serez en plein vaudeville, promet Zola. Ces messieurs croient toujours qu'une révolution passe dans la rue. Ils tiennent la pensée en état de siège, flairant chaque mot pour voir s'il ne sent pas la poudre. En fin de compte, ils changent les virgules de place et ils croient sauver l'Empire. » Je résume le reste de la semaine. Visite de l'opéra jeudi matin, grande laide bâtisse qui suscitera l'admiration pour un peuple qui jette les millions par les fenêtres. Vendredi matin, rencontre avec le baron Haussmann, homme d'une telle valeur que les Parisiens, si on les consultait, le prêteraient à Madagascar pour l'éternité. Samedi, les casernes. Dimanche, les faubourgs, où l'on entend gronder la grande voix du peuple qui a faim de justice et de pain. Mais surtout, tous les après-midi de la semaine devront être consacrés au corps législatif. On y parle milliards en ce moment, et c'est toujours réjouissant d'entendre énoncer de gros chiffres, surtout quand on goûte l'intime volupté de ne pas avoir sorti un sou de sa poche. Vous y admirez en outre le travail de cette machine puissante et docile qu'on appelle la majorité. Vous éprouverez à coup sûr le désir d'avoir chez vous une machine semblable, qui applaudisse complaisamment tous vos actes. Donc ce type d'article donne à voir une première fabrique du roman politique. Son Excellence Eugène Rougon
s'ouvre en effet sur une séance du corps législatif où l'on vote en un temps record et dans une totale indifférence un projet de loi ouvrant un crédit de 400 000 francs pour les dépenses de la cérémonie du baptême du prince impérial. Donc les exemples pourraient être multipliés qui attestent la façon dont l'intrigue romanesque recycle le travail du journaliste au prix d'un léger décalage temporel. On pourrait dire que le travail de Zola, journaliste, est pour l'écrivain une forme de gymnastique, une gymnastique active où se testent des possibles d'écriture, auxquelles s'ajoutent bien sûr des ressources documentaires. Je passe à la deuxième strate, l'expérience de la République. En fait, les choses se compliquent à mesure que l'on avance dans le cycle des Rougon-Macquart et qu'on avance dans le temps. Le projet d'un roman dans le grand monde, son Excellence Eugène Rougon, est laissé de côté plusieurs années, le temps que paraissent les premiers volumes consacrés au coup d'État, la fortune des Rougon, à la spéculation immobilière, la curée, aux transformations des Halles, le ventre de Paris, au retour du religieux, la conquête de Plassans. C'est seulement en 1872 que le projet revient et se précise. Le projet de roman du grand monde est alors mentionné dans une nouvelle liste de romans comme le roman politique, avec pour protagoniste Eugène Rougon. Or, cette nouvelle activation du projet pour l'écrivain se double pour le journaliste d'une réactivation de l'actualité politique du Second Empire. De fait, au début des années 1870, Zola entame une nouvelle carrière de journaliste, et plus particulièrement de journaliste politique. En février 1871, Zola devient chroniqueur parlementaire, pour 2 journaux à la fois. La Cloche, d'abord, un quotidien parisien, où il publie près de 400 articles en 2 ans, et le Sémaphore de Marseille, un hebdomadaire provincial, où il va écrire, mais sans les signer, environ 2000 articles. L'alternance politique du Second Empire à la République le place aux premières loges pour rendre compte de la vie de l'Assemblée, à Bordeaux d'abord, puis à Versailles. Ce travail quotidien se transforme vite pour lui en véritable calvaire. Et ces articles rendent compte d'une lutte éprouvante contre l'ennui et le découragement. Mais c'est aussi ce qui rend possible la reprise de la fiction politique. Tout au long de l'Empire, on le sait, du Second Empire, la presse était bridée et le roman politique de Zola, son Excellence, s'ouvre de façon symbolique sur la tribune vide des journalistes à l'Assemblée. Après 1867, mais surtout après le 4 septembre 1870, la presse retrouve le chemin de l'Assemblée et assiste aux séances parlementaires. Or, c'est précisément dans ce contexte républicain, qui assure la réouverture de l'espace public du politique, que Zola découvre physiquement, pourrait-on dire, certains protagonistes de son récit. De fait, la première assemblée républicaine élue en février 1871 compte plusieurs figures bonapartistes, puisque sur les 630 députés de février, il y en a une vingtaine. Un an plus tard, en 1872, Eugène Rouher est élu député de Corse. Depuis sa tribune journalistique, Zola assiste donc au curieux spectacle d'un Second Empire survivant à la République. Et c'est dans ce contexte étrange que s'étoffe la fiche personnage, comme il appelait lui-même ses documentations sur les héros, donc sa fiche personnage consacrée au protagoniste de la fiction, Eugène Rougon, alias Eugène Rouher. Les gouvernements tombent et les hommes restent, constate-t-il dans un article de mai 1872. Zola signe ainsi pour la Cloche une série de textes qui rendent compte des comparutions de Rouher devant la Chambre, où il est sommé, par une interpellation d'Audifré Pasquier, de justifier la politique désastreuse de l'Empire. Et d'emblée, dans les articles de Zola, la fiction l'emporte sur le compte-rendu. C'est dans ces pages de mai 1872 que prend réellement corps le roman de 1874. Pour preuve, le portrait physique de Rouher, croqué par le chroniqueur, est exactement celui de Rougon. La carrure épaisse et vieillie, face à Thiers, sémillant et juvénile. Le Rougon impérial de la fiction à la carrure lourde, au masque empâté, je cite le roman, est bien celui démodé
et tentant son retour de la chronique républicaine. Rouher, sommeillant sur sa banquette, alourdi, écrasé, la paupière épaisse et morte, dormant et soufflant. Plus encore, c'est dans un article de 1872 que s'invente le titre du roman. Zola imagine Émile Ollivier interpellant, écrivant une lettre à Rouher et lui disant ceci : « Vous vous souvenez du grand brun qui a travaillé sous vos ordres dans une affaire délicate et du petit blond qui vous appelait Excellence, avec un tremblement de la voix et du geste, etc. » On peut se poser alors la question, quelle est l'actualité du roman ? Celle de la diégèse du récit fictionnel, le Second Empire, dont Zola était le témoin ? Ou bien est-ce l'actualité de la genèse, de la préparation, durant les premières années de la République ? Ou bien est-ce encore celle de la publication 2 ans plus tard ? Et j'en viens à la 3e strate, actualité de la publication. Le roman de Zola est rédigé puis publié entre 1874 et 1876. Pour Zola, les conditions politiques ont complètement changé. Et les conditions médiatiques également. Après 1872, en effet, Zola, journaliste, est en disgrâce auprès de la presse républicaine et en délicatesse avec le pouvoir. La Cloche, où il écrivait des chroniques quotidiennes, cesse de paraître. Le Corsaire accueille une nouvelle série d'articles, les Causeries du dimanche, signés de Zola. Mais la violence de ces articles, qui dénoncent en particulier les manœuvres des députés monarchistes, provoque la suspension du journal et valent à l'écrivain une accusation dont il est déjà, en 72, coutumier, celle d'obscénité. « Je suis plus hautement moral que toute la clique des imbéciles et des fripons », répond Zola au directeur du journal. Zola est donc privé de tribune parisienne. Il ne conserve que les chroniques du Sémaphore de Marseille, qui paraissent sans sa signature. La rédaction de Son Excellence Eugène Rougon s'enclenche dans la rage provoquée par cette situation d'exclusion et de silence forcé, imposée alors même que la presse devrait bénéficier du régime de liberté associé aux principes républicains. De ce fait, le feuilleton qui paraît dans Le Siècle va bien au-delà de la critique du règne mort qu'envisageait Zola en 1869 et reprend de nombreux motifs qui structurent la critique politique de l'écrivain, qu'il exerce en régime impérial ou en régime républicain. Je ne citerai qu'un seul de ces motifs. Il s'agit de la dénonciation d'une politique spectacle, qui passe notamment par la peinture d'un parlement-théâtre, cette fameuse comédie du pouvoir qui est la première salle de l'exposition, ici. À l'ouverture de Son Excellence Eugène Rougon, on voit les femmes se précipiter dans leurs plus beaux atours pour assister à une séance du corps législatif, où, comme il se doit, il ne se passe rien. Le dernier chapitre de Son Excellence Eugène Rougon montre Rougon de retour à l'Assemblée dans un morceau de bravoure oratoire qui est aussi une parfaite palinodie. Ce fut un beau spectacle, se conclut le dernier chapitre du roman. Le triomphe tournait à l'apothéose, la salle croulait. N'est-ce pas finalement toute séance de parlement qui emprunte au spectacle ses formes et ses rituels, faisant peser un soupçon de fiction parlementaire, dit le roman, sur l'exercice même du jeu politique ? La première chronique parlementaire, rédigée par Zola en février 1871, pourrait inciter à le croire. Voici comment, dans cette première chronique, Lettres de Bordeaux, le journaliste décrit l'ouverture de l'Assemblée républicaine à Bordeaux. Imaginez une chapelle ardente. On entre là à 2 heures avec du soleil plein les yeux et l'on tombe dans une salle éclairée par 3 lustres. En bas, les banquettes rouges. Sur la scène dont le rideau est levé, une tribune et une estrade tendues de draperies pourpres, au milieu d'un décor de salon. Aux galeries, dans les loges, beaucoup de dames, un public de première. Les mains gantées tiennent des lorgnettes. Bien sûr, la session parlementaire commence en février 1871 sous de curieux auspices, puisque l'Assemblée s'installe à Bordeaux dans le plus grand théâtre de la ville. Mais les choses ne changent guère lorsque l'Assemblée déménage à Versailles, cette sacristie départementale, pour citer Zola, qui ne peut retenir cette exclamation, je la cite, un article de 1871, « Quelle pétaudière, et comme cela vous donne peu de respect pour les lois.
On dit que si l'on voyait faire les brioches, on n'en mangerait pas. Moi, je vous conseille de ne jamais aller à l'Assemblée. Vous seriez tenté de ne plus obéir au moindre décret. La matière n'est pas de première qualité et la fabrication est d'une propreté douteuse. Pour conclure donc, l'Empire, certes, survit à la République, au moins dans ses premières années. À l'inverse, c'est la désillusion d'un républicain qui commande chez Zola la représentation d'un parlementarisme voué à un dysfonctionnement qu'il présente comme structurel. La loi d'imprégnation que j'ai proposée fonctionne à double sens et permet, je crois, de saisir l'apport que constitue pour l'invention fictionnelle le frottement à des espaces d'écriture pluriels. Pour finir tout à fait, c'est surtout un véritable désamour du politique qui saisit Zola, décennie après décennie. Zola journaliste, surtout à mesure que son œuvre prend du volume et le convainc de l'absolue supériorité de l'écrivain sur le politique, de l'encre, comme il dira dans un article célèbre, de l'encre des écrivains sur le sang des gouvernants. Je ne peux résister, pour finir, à citer un article bien ultérieur, en 1880, où Zola décrit le régime des républicains opportunistes comme celui de la haine de la littérature. Quand on a échoué en tout et partout, quand on a été avocat médiocre, journaliste médiocre, homme médiocre des pieds à la tête, la politique vous prend et fait de vous un ministre aussi bon qu'un autre, régnant en parvenu, plus ou moins modeste et aimable, sur l'intelligence française. Je vous remercie. Je me donne donc la parole. Oui, merci pour votre communication sur Zola. Alors c'est vrai que dans l'introduction tout à l'heure, j'expliquais la légende noire du Second Empire, et c'est vrai que Zola est souvent mobilisé comme étant vraiment le porteur, le créateur de cette légende noire. Votre communication invite à réfléchir à cette affirmation qui est peut-être un peu allée vite en besogne, mais puisque vous avez parlé aussi de Zola d'un point de vue de son désamour grandissant de la politique et au fond où le personnage de l'écrivain prenait le dessus, la littérature prenait le dessus sur la politique. Malgré tout, dans les derniers volumes, les évangiles, enfin ceux qu'il n'a pas eu le temps d'achever parce qu'il est mort auparavant, il y a quand même une affirmation, de position politique, d'adhésion idéologique, qui n'était peut-être pas aussi évidente. Par exemple, je pense au fouriérisme, la cité idéale qu'il imagine pour l'avenir, il mobilise quand même toute une pensée, une idéologie qui montre que s'il est un petit peu rangé de la politique politicienne, je ne sais pas comment le dire autrement, il a donné, mais c'est un peu fini. Malgré tout, il n'a pas renoncé, je dirais, à changer la société. Enfin, je ne sais pas, imaginer une société différente. Oui, mais ça réaffirme quasiment le magistère de l'écrivain pour penser la bonne société. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il devient le chef de file des naturalistes, il défend l'idée selon laquelle la ligne de conduite doit être donnée par les écrivains. C'est cette fameuse formule « la République sera naturaliste ou ne sera pas », qui est dans les années 1880. Et finalement, c'est un peu le paradoxe, mais la littérature étant le lieu de l'intelligence et où on doit pouvoir penser la bonne conduite de la cité, même si elle peut imaginer une société juste, etc., elle reste le lieu où on peut le faire. Et c'est toute l'ambiguïté de ce propos dans les romans à thèse de la fin. Oui, effectivement. On pourrait citer aussi le problème, la question de l'affaire Dreyfus. Mais il le dit très clairement quand on lit ses écrits de 1898, c'est comme écrivain qu'il peut dire, qu'il peut débusquer l'erreur judiciaire.